Mes chers collègues, nous avons été informés le 7 avril dernier que le Président de la République envisageait de vous nommer aux fonctions de président de la Commission nationale du débat public, CNDP. Comme vous le savez, cette nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, auditions qui doivent être suivies d'un vote. Cette audition est publique, cette audition est ouverte à la presse. À son issue, nous procéderons au vote pour lequel il ne peut y avoir de délégation de vote. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale vous entendra également à son tour le 10 mai à 15 h et c'est à l'issue de cette deuxième audition que nous procéderons au dépouillement simultané de ce scrutin avec celui de l'Assemblée nationale. Je suis heureux que cette audition ait lieu. Je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole à Bruno Rojoin, désigné rapporteur, le soin de vous interroger sur les enjeux relatifs à votre indépendance. Je vous rappelle qu'en application de l'article 13 de la Constitution, il ne pourra être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Je vais laisser la parole à notre rapporteur Bruno Rojoin qui va conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. À l'issue de ce premier échange, mes collègues vous interrogeront à leur tour pour une séquence de questions-réponses. Je vous remercie. La parole est au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur Papinutti, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner votre candidature à la présidence de la Commission nationale du débat public afin de nous permettre d'en apprécier l'opportunité. Nous allons, tous ensemble, appréhender ce matin les forces, mais aussi les faiblesses de votre candidature à la tête de cette institution. Le rôle exact, l'utilité et l'impact réel de son action sont fréquemment remis en question. C'est pourquoi, à titre liminaire, il m'apparaît nécessaire de les évoquer pour mieux apprécier les enjeux que soulève votre candidature. La CNDP a été créée en 1995 par la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l'environnement. Depuis 2002, c'est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Cette participation du public peut prendre la forme d'un débat public qu'organise la CNDP. Pour les projets plus importants, ce débat est obligatoire. Par son action, elle doit donc diffuser une culture de la concertation et favoriser l'adhésion de la population au projet grâce à la prise en compte ou, au moins, à l'écoute de tous les points de vue. Toutefois, l'efficacité de l'action de la CNDP suscite des interrogations légitimes. Cette institution souffre tout d'abord d'un fort manque de notoriété qui pose la question de savoir si elle a réellement la capacité de mener à bien ses missions. Par ailleurs, elle n'a pas été capable d'organiser le grand débat national voulu par le président de la République en 2019. Les dissensions entre le gouvernement et sa présidente, couplées à la polémique sur sa rémunération perçue comme excessive par l'opinion, l'ont empêché de jouer un rôle dans une concertation qui était pourtant au cœur de son champ d'action. Plus largement, la CNDP ne semble pas aujourd'hui avoir la capacité d'organiser des débats apaisés sur les projets sur lesquels elle est saisie. Son action n'a pas su, pour l'instant, prévenir la naissance ou apaiser les fortes tensions autour des grands projets d'aménagement. Ce constat a mené un député à déposer en janvier 2023
lors de l'examen du projet de loi construction de nouvelles installations nucléaires, un amendement de suppression de la CNDP. Selon lui, l'apparition de zones à défendre à Notre-Dame-des-Landes et à Bure, mais aussi l'absence de prise en compte réelle des oppositions locales aux grands projets, sont le signe de son peu d'utilité. Les décisions seraient déjà prises avant la concertation, l'expérience de démocratie participative locale serait factice et donc condamnée à échouer. Face à ces critiques, quelle est, Monsieur Papinutti, pour vous, la place que doit avoir la CNDP dans le processus de décision? Cette question en appelle immédiatement une seconde, celle de l'articulation entre l'expérience de démocratie participative que représente la CNDP et la démocratie représentative. Le projet de loi construction de nouvelles installations nucléaires a montré les tensions qui peuvent apparaître entre les deux. La CNDP menait en effet depuis plusieurs mois un débat sur le nucléaire demain et n'avait pas encore rendu ses conclusions quand, à l'initiative du Sénat, la loi a supprimé les critères de limitation de la production nucléaire. Dans son compte-rendu de débat, la CNDP a déploré une rupture de confiance et une perte de son utilité même du fait de ce calendrier imprévu. Quelle est, selon vous, la marche à suivre pour s'assurer d'une meilleure articulation entre les travaux du Parlement et ceux de la CNDP? J'en viens à présent à aborder la question de la pertinence de votre profil, en particulier pour occuper ce poste. Vous avez travaillé dans des secteurs qui vous ont conféré une expertise indéniable sur les grands projets concernés par le débat public. Vous avez notamment été directeur général de Voies navigables de France jusqu'en 2017. Année, vous êtes devenu directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, alors ministre des Transports jusqu'en 2019. Vous avez ensuite été directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, avant de finalement revenir à la tête d'un cabinet ministériel entre juillet 2022 et février dernier, en tant que directeur de cabinet de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je n'ai donc aucun doute, comme sans doute l'ensemble de mes collègues ici présents, sur vos compétences et vos connaissances. Toutefois, alors que vous avez travaillé étroitement avec Madame Borne et Monsieur Béchu ces dernières années, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur votre capacité à faire preuve de l'indépendance nécessaire et même indispensable à la fonction de président d'une autorité administrative indépendante. De surcroît, la CNDP définit dans sa charte de déontologie que sa première valeur est justement l'indépendance. La simple apparence d'un tel manque, qu'elle soit fondée ou non, est de nature à décrédibiliser l'impartialité de la CNDP dans la tenue des débats. La fonction même de président de la CNDP et toutes les exigences qu'elle emporte en termes d'impartialité pour mener à bien ses missions vous semblent-elles de nature à vous permettre de vous départir de toute éventuelle pression du gouvernement? Votre prédécesseur, Madame Joanneau, a d'ailleurs su incarner cette valeur de façon très forte dans la continuité de votre prédécesseur. Si demain vous étiez nommé président de la CNDP, pensez-vous, Monsieur Papinutti, pouvoir de la même façon être en capacité de prendre position en toute liberté vis-à-vis des ministres que vous avez servis avec la plus grande loyauté ces dernières années? J'en viens à présent à la cruciale question du déport, qui me semble vous concerner en premier chef. Ces dernières années, que ce soit en tant que directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, ou en tant que directeur de cabinet, vous avez eu à connaître de très nombreux dossiers concernant notamment les infrastructures de transport. Par conséquent, si votre nomination est confirmée, les déports sur ces dossiers devraient avoir lieu. Avez-vous une idée de leur ampleur?
N'est-ce pas une vraie difficulté alors que le poste auquel vous candidatez exige de s'y consacrer entièrement? Par ailleurs, vous deviez, il y a quelques semaines, vous présenter devant notre commission pour qu'elle se prononce sur votre candidature, non pas à la présidence de la CNDP, mais à celle du conseil d'administration de l'autorité de régulation des transports. Des questions analogues quant à votre indépendance et à l'ampleur des déports nécessaires se posaient alors. Cette seconde candidature peut donner l'impression d'une tentative de nomination pour service rendu, indépendamment bien sûr de votre compétence et même de votre goût et de votre motivation, que je ne mets pas en doute. Que répondez-vous à ces critiques? En conclusion, Monsieur Papinutti, je suis convaincu de vos compétences et de votre parfaite connaissance des enjeux dans lesquels s'insère l'action de la CNDP. Vous l'aurez compris, ce qui est indispensable pour nous, parlementaires, c'est de s'assurer de votre capacité à acquérir l'indépendance nécessaire à la fonction et de veiller à ce que les règles de déport qui s'appliqueraient à votre cas n'auraient pas d'incidence sur le bon fonctionnement de la CNDP. Je vous invite donc à nous éclairer et nous allons écouter les éléments que vous voudrez bien apporter à l'ensemble des questionnements soulevés. Monsieur le Président, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je tiens d'abord à vous remercier, à remercier mes collègues de la Commission pour leur confiance, remercier Stéphanie Samy et l'ensemble des personnes qui m'ont aidé, et notamment les deux jeunes administrateurs, Lucas de Silva et Grégoire Billet, pour leur travail et leur écoute. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, pour le travail réalisé. Je vais donner la parole à monsieur Marc Papinutti. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je suis très heureux de me présenter devant vous dans le cadre du processus de nomination. Merci pour cette audition qui me permet de présenter ma candidature à la présidence de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Je suis ici parce que je suis convaincu que les transitions en cours, écologiques, sociales, énergétiques, sont déterminantes pour nos sociétés, dans son ensemble, que chacun de nos citoyens y sont confrontés, ainsi que le milieu naturel, bien évidemment. Ma conviction profonde, vous l'avez cité, monsieur le rapporteur, confortée par 40 années d'engagement total et résolu au service de l'intérêt général, c'est que ces transitions ne pourront se faire qu'avec l'adhésion de nos concitoyens. Leur participation aux décisions est un préalable indispensable, me semble-t-il. Avant de vous présenter mon parcours et les orientations que j'entends vous proposer pour la CNDP, permettez-moi de revenir sur les circonstances de ma double proposition de nomination évoquée par vous, monsieur le rapporteur. Le président de la République avait, vous le savez, proposé ma nomination à la présidence de l'autorité de régulation des transports. Cette nomination, si elle avait évidemment accueilli l'aval de votre commission, m'aurait obligé de me déporter sur un nombre trop important de dossiers. En effet, après analyse plus poussée, il est apparu que mon parcours entraînait d'importantes situations d'incompatibilité avec les fonctions pour lesquelles j'étais proposé pendant une partie du mandat. Aussi, je le dis tout de suite, en conscience, j'ai préféré me retirer à titre personnel. Je suis extrêmement honoré aujourd'hui d'être, moi, ancien diplômé de l'école d'ingénieur des travaux publics de l'État, après 40 années au service de l'intérêt général, proposé à votre choix. Autour de ma carrière, je me suis absolument toujours attaché à écouter tous les publics avec la même attention ainsi que participer à vos auditions parlementaires personnellement. Ça a été le cas, si je peux le rappeler, dans une histoire assez ancienne, déjà à la fin des années 90 avec le plan de déplacement urbain d'Île-de-France ou pour le grand projet du canal Seine-Nord à partir de 2003. À VNF, le débat public commun sur la plaine de la Bassée et l'aménagement de la liaison fluviale Bray-Nogent a été aussi l'occasion d'un débat ô combien d'actualité sur les usages de l'eau. Au sein des cabinets ministériels, lors du Grenelle de l'environnement ou des assises de la mobilité qui ont donné lieu à la LOM, qui sont deux grands moments de concertation et de construction collective qui, à mon avis, font date. Et puis plus généralement, ces dernières années, dans le cadre de nombreuses infrastructures ferroviaires ou routières, pour le fret, qu'il soit d'ailleurs routier, ferroviaire ou fluvial, y compris pendant la période Covid. Je peux citer plus récemment pour la construction d'ambitions nationales pour le vélo, à l'aide du déploiement de solutions aussi de transport avec France Mobilité, où grâce aux associations, aux territoires, nous avons construit des solutions. Toutes ces expériences m'ont permis de monter ce besoin complémentaire de démocratie participative sous toutes ses formes, en complément, j'y reviendrai, de la traditionnelle démocratie représentative. Aussi en complément de la légitimité technique. Comme en tant qu'ingénieur, je peux
d'ailleurs ajouter que la meilleure des solutions techniques, vous le savez comme moi, n'a peu de poids si elle n'est pas partagée. Il me faudra donc, si vous acceptez ma candidature, garantir cette participation à la construction des politiques publiques, particulièrement celles qui ont un impact sur l'environnement. Pour la CNDP, je serai particulièrement attaché à son indépendance. Sur ma propre indépendance, celles et ceux qui me connaissent savent la rigueur avec laquelle j'ai exercé des fonctions au service de l'intérêt général. J'avoue qu'à mon âge, je ne vois pas bien qui ou quoi pourrait maintenant encore menacer mon impartialité. En complément, je vous rappelle que la CNDP est composée d'un bureau permanent, présidence, vice-présidence, 22 commissaires, personnalités qualifiées, magistrates et magistrats, personnalités élues, représentants d'associations, des syndicats. Ils sont désignés eux-mêmes par 19 organismes et sauront donc garantir cette indépendance, ainsi que la haute autorité de la vie publique si nécessaire. Ma proposition de candidature s'inscrit donc dans la continuité de ces présidents successifs récents. Je peux ici leur rendre hommage, Philippe Deslandes, Christian Lérite et tout particulièrement Chantal Joanneau, que vous connaissez bien. Pour mémoire, vous l'avez dit, la Commission nationale a été créée par la loi Barnier. Elle est garante du droit à l'information et à la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement. La CNDP a une obligation de neutralité absolue. Elle ne se prononce donc pas sur l'opportunité du projet, ni sur le bien-fondé des arguments. Ces missions sont exercées par 300 garantes et garants, nommés et indemnisés par mission. La CNDP est l'institution qui a la plus forte expérience européenne de la participation, avec 106 débats publics, 427 concertations et procédures de participation par voie électronique. Elle a traité d'ailleurs ces 5 dernières années, par des changements de seuil, plus de saisines que les 20 années précédentes. Sa place est croissante. Son rôle également, puisque les 2 tiers des projets sont modifiés après ce processus participatif. Je n'ouvrirai pas le débat des effectifs, sachez simplement que cette croissance a été assumée par 2 ETP, soit au total 15 ETP en incluant le bureau. Son budget est d'environ 4 millions de dépenses, dont la moitié est assurée par des fonds de concours des maîtres d'ouvrage, et son frais de fonctionnement sont d'1 million d'euros. Alors je souhaite maintenant décrire mes actions, les actions que j'envisage si vous prononcez favorablement sur ma candidature, bien évidemment. Ma première action, à court terme, sera de mieux présenter le travail essentiel de la CNDP, le travail réalisé, ainsi que sa contribution future pour la démocratie représentative. La CNDP bénéficie d'une expérience unique, 25 ans, sans équivalent en Europe. Elle a expérimenté toutes les méthodes participatives. Elle a eu à y connaître, vous l'avez cité, des sujets éminemment conflictuels. Cette reconnaissance, elle est confirmée par la très forte augmentation des missions de conseil ou d'expertise, c'est-à-dire hors du champ obligatoire. Dans la même lignée, ça sera de mieux faire connaître les saisines possibles dans le cadre législatif et réglementaire actuel. Il s'agira aussi de renforcer le lien, et vous l'avez cité, avec la représentation nationale et dans les territoires, par l'installation des délégués de région. J'ai également pris connaissance de plusieurs rapports publics. Ces documents, dans une deuxième action, devront être analysés collectivement pour y déterminer les suites à donner. Ça pourrait être à la fois des transformations réglementaires, des transformations législatives, y inclure aussi les expériences étrangères en Italie, au Québec, de même nature. C'est aussi là que devront être choisies les orientations stratégiques entre devenir l'instance de la démocratie purement environnementale ou être celle de l'instance participative. En parallèle, en troisième action, mais vous l'imaginez, il faut poursuivre la professionnalisation du vivier des garants, assurer son renouvellement et sa mixité. Dans une quatrième action, il s'avère, me semble-t-il, indispensable de confirmer le rôle d'une autorité garante du droit à l'information et à la participation, et puis probablement diversifier encore les moyens pour s'assurer que l'on touche les publics les plus larges. Et pour cela, il faut élargir les partenariats et les méthodes afin de viser l'inclusion des publics éloignés dans les dispositifs participatifs actuels. Et ne pas craindre des nouvelles expérimentations et de trouver des modes pour vérifier les faits, ce qu'on appelle le fact-checking, plutôt dynamique lorsque nous sommes en phase de débat. Enfin, il me semblerait indispensable de mieux utiliser les compétences existantes à la CNDP sur des sujets nouveaux, car les méthodes de la participation citoyenne peuvent s'appliquer à de nombreux sujets, agriculture, santé, eau notamment. Il s'agirait aussi d'aider les maîtres d'ouvrage et leurs bureaux d'études à avoir une culture, on va dire, plus socio-technique pour que l'accès à tous les documents soit possible et que la participation continue s'exerce complètement. Plus concrètement, dans la ligne de ce qui est en cours. Vous l'avez cité, 2 débats qui se sont réalisés. Je pense qu'il serait important que le Parlement, et donc votre commission, vos commissions compétentes, puissent entendre les garants de la concertation sur le mix énergétique et la commission particulière du débat PANLI dans les commissions
compétente afin de préparer la LPEC. Je pense aussi que nous préparons des débats sur les documents stratégiques de façade, sur la planification des 3 façades. Il y a des débats qui sont venir aussi sur préparer le débat sur la mine de lithium. Je suis convaincu, aux enjeux actuels de l'eau, qu'il y a un travail méthodologique sur l'eau qui peut compléter ce qui a déjà été préparé par la Commission. Parce qu'en fait, on y retrouve des enjeux de santé publique, de biodiversité, d'agriculture, d'énergie, de transport, de tourisme, et de multiples acteurs qui sont impliqués dans tous les niveaux de gouvernance des échelles territoriales, qui ne sont pas en plus l'organisation territoriale de l'État habituelle. Travail qui a déjà été entamé. Je pense aussi à une saisine éventuelle sur la biodiversité, qui n'est pas dans le champ des plans et programmes, et un travail sur le projet de loi Industrie verte, sur lequel je ne doute pas que vous aurez des questions, mais sur lequel je n'ai pas encore les éléments à ce jour. Je ne voudrais pas être plus long et suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je me suis toujours engagé résolument dans l'exercice des fonctions qui étaient les miennes et l'exerçant pleinement. L'expérience conforte chaque jour la liberté et la capacité d'initiative qui sont les miennes dans le cadre fixé par les lois et règlements. Je pense que plusieurs membres de votre commission l'ont déjà remarqué. Je vous remercie de votre attention. Et suis bien sûr prêt à vos réponses, à vous répondre. Faut-il que je réponde tout de suite à monsieur le rapporteur sur des points ou... Non, je vais donner la parole à Joël Bigot. Puis après, je répondrai. Je vais donner la parole à Joël Bigot, puis après à 2 autres, puis vous répondrez globalement aux 3, plus au rapporteur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le candidat, ça a déjà été dit, mais nous vous attendions précédemment pour l'autorité de régulation des transports, mais le sort en a décidé autrement in extremis. On vous éditionne aujourd'hui donc pour la candidature soumise par le Président de la République aux fonctions de président de la Commission nationale du débat public. Cette commission, comme a été dit par M. Rejoin tout à l'heure, a été créée en 1995 pour renforcer la protection de l'environnement. En 2002, elle est devenue une autorité administrative indépendante et les ordonnances de 2016 ont considérablement élargi ses compétences. La CNDP participe à la garantie du droit au débat, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004. Depuis 2018, Chantal Jouanneau, l'actuelle présidente, a donné à voir son impartialité par sa pugnacité à l'égard du pouvoir exécutif et aux textes gouvernementaux qui nous ont été présentés. Nous connaissons votre parcours au sein de nombreux cabinets ministériels que vous avez dirigés. Vous avez été la cheville ouvrière de nombreux projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire et à l'environnement qui ont accéléré les procédures de consultation du public tout en invoquant le principe d'intérêt public majeur. Membre du Conseil national de la transition écologique, j'ai pu avoir accès au nouveau projet de loi pour l'industrie verte que le gouvernement porte désormais et qui comporte une réforme importante de la consultation du public en son article 2 et maintenant un nouvel article 2 bis. La Compagnie nationale des commissaires enquêteurs vient de nous transmettre un avis sur cet article. La CNCE s'inquiète, je cite, de l'absence de définition à ce stade des projets concernés et alerte sur une possible généralisation s'appliquant à tous les projets. La CNCE démontre que l'article 2 du projet de loi relatif à la participation du public ne s'inscrit pas dans le titre 2 du livre 1er du Code de l'environnement relatif à l'information et à la participation des citoyens et donc n'en respecte ni l'esprit ni les principes. Le débat parlementaire qui s'ouvrira nous permettra à coup sûr d'en discuter. Mais face à cette instabilité juridique en matière de débat public, je crois que nous avons plus que jamais besoin d'une commission nationale du débat public indépendante et d'une neutralité à toute épreuve. Au regard de votre parcours dévoué au gouvernement de cette législature, je m'interroge sur votre capacité à garantir des avis impartiaux quant au projet de loi qui nous arrive, même si vous avez invoqué l'âge de sagesse à laquelle vous êtes arrivé. Sans consultation et participation réelle du public, la volonté d'accélérer les projets ne peut être menée à bien. Aussi, monsieur le candidat, je vous demanderai comment comptez-vous garantir cette indépendance et cette neutralité de la CNDP sous votre éventuelle, je dis bien éventuelle, présidence. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Frédéric Marchand.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur un point à la fois abordé par notre rapporteur et par vous-même, Monsieur Papinutti. Vous interrogez sur la façon dont vous envisagez, si vous êtes élu, les relations entre la CNDP et la représentation nationale et plus encore notre Assemblée. J'en ai fait l'impression, mais peut-être n'est-ce qu'une impression, que ce n'est pas la fluidité qui l'emporte toujours à ce jour, alors même que nous aurions collectivement intérêt à développer nos échanges sur des sujets sur lesquels nous avons à connaître les uns et les autres. Vous avez d'ailleurs dans votre présentation évoqué le sujet de l'énergie et tout le travail mené par la CNDP avec le débat sur le mix énergétique. J'avais pu participer à une réunion dans le département du Nord et voir quelle était l'appétence du public et des élus nombreux présents, ou bien encore la consultation passée sur la construction des nouveaux réacteurs nucléaires et la nécessité, bien évidemment, au-delà de ces consultations, de développer des passerelles. Aussi, au regard des sujets qui sont devant nous, nous aurions bien évidemment tout intérêt à développer nos interactions. Et même si vous avez déjà abordé le sujet, j'aimerais donc savoir plus précisément quelles pistes seraient les vôtres pour tendre vers cette plus grande fluidité que vous appelez de nos voeux et que je pense nous aussi appelons de nos voeux. Merci. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Martine Filleul. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Papinutti. Lors de la cérémonie de départ de l'ex-présidente de la CNDP, Chantal Joanneau, avait mis en garde celui ou celle qui doit lui succéder. Je cite, « Si on continue d'une main à écrire participation dans tous les discours et de l'autre à détricoter le droit de participation, on prend les gens pour des idiots et ils s'en rendent compte. Le citizen washing, c'est antidémocratique. » Personnellement, je souscris à cette lecture. En effet, alors même que la demande de participation directe de nos concitoyens à l'action publique n'a jamais été aussi forte, les projets de loi accélération des énergies renouvelables en novembre dernier a vu se réduire le rôle clé de la démocratie environnementale des commissaires enquêteurs. Et avec Industrie verte, il est proposé de réduire les délais de passage en CNDP pour les projets, jusqu'à même proposer une alternative en les exonérant de ce passage dès lors qu'ils contribuent à la décarbonation. Je souhaitais, Monsieur Papinutti, obtenir votre lecture personnelle de cette déclaration de Madame Joanneau. Approuvez-vous cette décision de réduire le pouvoir de la commission à laquelle vous postulez par l'exécutif dont vous êtes issu? Ensuite, et cela peut paraître anecdotique, mais je souhaitais vous interroger sur l'électronisme et les méthodes de consultation de nos concitoyens. Je m'interroge sur leur exclusion lors du recours exclusif à des enquêtes publiques en ligne. Qu'entendez-vous faire pour justement remédier à ce problème et faire que l'ensemble de nos concitoyens puissent être consultés effectivement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Papinutti, je vous propose de répondre à Joël Bigot, à Frédéric Marchand et à Martine Filleul et au rapporteur. Merci, Président. Je vais revenir sur un premier point, sur le manque de notoriété qu'a dit le rapporteur. C'est un sujet que... Alors, il faut que je parle plus fort dans le micro, ou plus près peut-être. Je connais la CNDP personnellement depuis des années. Donc je suis habitué à travailler avec elle, mais je dirais que c'est la partie représentation technique et socio-technique. J'ai compris, et je vous renvoie la balle de la même manière. L'autorité de régulation des transports, vous auditionnez le président régulièrement. Je pense que le travail de fond que nous avons à faire, et j'en ai parlé avec les deux vice-présidents encore hier, ça serait de trouver les moments où on peut échanger avec vous. Moi, je vous proposais, ce premier point, c'était de voir les garants du débat de la concertation sur le mix énergétique et le président de la commission particulière du débat public sur Penly et les réacteurs nucléaires. Je crois que c'est ces moments-là qu'il faut refaire au niveau national qui ne se font pas. Ce n'est pas simplement le rapport d'activité qui suffit. Après, je suis très optimiste parce que je pense que la démocratie au niveau territorial et local est un vrai besoin et que nos concitoyens ont besoin d'avoir autre chose
de ce que je dirais être les parties prenantes habituelles. Et j'ai été surpris dans mes activités personnelles à VNF notamment. Je peux citer qu'à minuit, à Nogent-sur-Seine, il y a 300 personnes qui débattent d'un projet et pourtant ils n'en sont pas les acteurs. Pourquoi la CNDP est fondamentale sur tous ces projets? Parce que plus d'une fois, ce n'est pas les acteurs du territoire qui directement vont en subir les conséquences. Ce sont les acteurs du territoire qui en subissent directement les conséquences et souvent des avantages qui sont beaucoup plus globaux, plus nationaux. Et c'est cette interaction qui est nécessaire. Après, je pense que nous sommes passés à une deuxième phase, monsieur le rapporteur. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait le consensus sur un projet. Aujourd'hui, le consensus est plus difficile à obtenir. Donc, on est plus sur l'affichage réel des controverses que font ces projets. Et chaque citoyen a, je pense, naturellement le droit d'avoir sa position sur le sujet. Et ça m'envoie tout de suite à ce que vous disiez, madame la sénatrice, sur l'électronique. L'électronique, mais même aujourd'hui, pour être très clair, la réunion publique. On voit bien que la participation, on doit réinventer d'autres modes de participation. On doit aider les gens à accéder. La Commission nationale du débat public a fait beaucoup d'exercices de nature être dans une gare pour parler avec les gens. Moi, j'ai fait un exercice sur le plan de déplacement urbain d'Île-de-France. C'est 400 000 personnes qui ont répondu à une carte T2. Donc, il faut qu'on réinvente ces systèmes complémentaires à des systèmes, j'allais dire, mécaniques et informatiques qui ne permettent pas l'accès. Donc, oui, on développera autant que possible des expérimentations pour compléter ces consultations électroniques qui sont parfois difficiles à accéder aux gens. Est-ce que les débats sont apaisés? Non, les débats ne seront jamais apaisés. Ce qui est important, et ce qui est fondamental que citait souvent Chantal Joanneau, c'est pas que le débat soit apaisé, c'est que le citoyen qui a participé à un débat voit le retour qu'en fait, alors si je prends techniquement le maître d'ouvrage ou l'acteur de la politique, qu'est-ce qu'il en a pris? Et tout le travail, on appelle ça la reddition des comptes, c'est tout le travail de fond de la CNDP dans les années à venir, c'est de bien pouvoir demander au maître d'ouvrage cette reddition. On a progressé sur le fait qu'il y ait maintenant une concertation continue, mais que dans cette concertation continue, le maître d'ouvrage, le constructeur, un gouvernement sur des politiques nationales, puisse montrer à quel point il a toujours pris en compte ce qui est ressorti du débat ou de la concertation. Et ça, ce point est le plus difficile, parce qu'on avait une tendance à avoir un projet qui s'ouvrait, qui avait son débat public. On fermait le dossier, on préparait des dossiers techniques, on préparait des autorisations, des enquêtes publiques, et après on réalisait le projet. Des fois, le temps est très long, l'environnement même de ce projet a pu changer. Sur le déport, très simplement, moi j'ai fait une première liste de projets dont je suis certain. Je la soumettrai à mes collègues de la commission. Elle fera l'objet d'un avis public. C'est essentiellement des projets routiers ces 5 dernières années, tout de même. Il y a beaucoup moins de grands projets. En plus, il y a des maîtres d'ouvrage qui sont identifiés. Je prends l'exemple de Canal Seine-Nord. C'est plus l'État, c'est une société régionale qui a pris la main. On a décentralisé ce projet. Et c'est sur ce sujet-là, sur lequel, s'il devait y avoir un débat, je ressaisirai d'abord évidemment la commission complète interne à la CNDP et évidemment la haute autorité de la vie publique pour qu'elle me donne des recommandations. Je pense mais pour vous situer, le décompte que j'ai fait aujourd'hui, alors c'est mon propre décompte, pas encore rediscuté, est de l'ordre d'une dizaine de projets sur 80 dont les concertations sont continues ou sont en cours. Donc je n'ai pas de crainte de dire sur ce sujet que je peux présenter les choses. Et l'organisation interne de la CNDP a prévu ce cas. Le deuxième point, c'est par rapport à des pressions du gouvernement ou je n'ai pas été que dans des cabinets ministériels. J'ai passé 40 ans de fonction publique avec à peu près tous les gouvernements qui ont pu me demander des choses. C'est plutôt parce que je suis dans une fin de carrière que je suis arrivé à des postes d'autre nature. J'ai toujours porté une attention particulière, et je le répète, à l'écoute de tous et de toutes, quelles que soient leurs origines politiques ou associatives.
donc j'ai beaucoup travaillé avec des organisations environnementales, parce qu'en plus j'ai la conviction qu'au-delà de nos projets, un certain nombre de personnes n'ont pas beaucoup de défense, c'est la nature, hein, et les défenseurs sont parfois difficiles, notamment entre ce qu'on appelle l'activité humaine et la nature. Pour répondre à vos questions, monsieur le sénateur Bigot, sur les réformes, je vous dis très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, on m'a présenté ces éléments. Hier, les gens de la CNDP m'ont présenté ce qu'ils avaient reçu. Je vous ferai un avis écrit en tant que CNDP si vous me désignez. Je suis gêné sur 2 points dans ce texte, au jour d'aujourd'hui. Le premier, et c'est un point technique que je vais vous dire, c'est a été émis à un moment l'idée que pour que la continuité se fasse, le garant de la CNDP devienne le commissaire enquêteur. Or, par principe même et par méthode, la CNDP est indépendante et ne donne pas d'avis. De là à devenir l'analyste de l'enquête publique, qui peut aller jusqu'à 2000 pages ou 3000 pages pour une gigafactory qui sur un délai de 3 ans, hein, à 22 000 pages pour Seine-Nord sur le lot 2, j'ai une difficulté qui est liée alors là sur la partie enquête publique. C'est-à-dire, en fait, on met énormément de dossiers techniques à disposition des gens, et je ne suis pas sûr que la synthèse qui puisse en être faite, s'il n'y a pas l'avis de l'autorité environnementale qui, lui, a instruit, elle a instruit la totalité des choses, on a une vraie difficulté. Pour l'énergie, je reviens, franchement, je suis convaincu que les dizaines de débats qui ont déjà eu lieu sur l'énergie à la CNDP, qui ont fait l'objet d'un document d'éclairage, que ces 2 débats qui viennent de se produire, tout d'abord, ils ont montré une indépendance de la CNDP, mais qui a permis de faire, après une première demande d'un Premier ministre, puis une deuxième demande de garant de la Première ministre actuelle, un exercice plein et entier sur la concertation sur le mix énergétique dans les pures règles de la CNDP, même si une concertation menée par le gouvernement. J'imagine que quand la LPEC sera prête, vous en verrez la présentation. Sur le citizen bashing et la droite de la participation, moi j'ai une conviction personnelle. Alors, je suis un homme des temps de projet assez longs, j'y reviendrai. Le projet d'infrastructure de transport ne se déroulait pas en quelques jours, et ce n'est pas 1 mois de moins ou de plus de concertation qui était le point de fond. Par contre, j'ai toujours apprécié la possibilité, alors à l'époque peut-être il y a 15 ans, de chercher des consensus, aujourd'hui de bien voir les controverses. Pourquoi ? Parce que ces controverses, si on ne les purge pas, si on ne les explique pas, si le maître d'ouvrage ne passe pas ce temps, elles reviennent toujours ensuite. Par contre, j'ai vu, il y a, je crois, 4 projets de gigafactory dans les Hauts-de-France. Sur les gigafactories, il y a une saisine qui a dû avoir lieu fin 2020 et fin 2023, les batteries sont en cours de production. Donc le temps qui est toujours donné sur le débat public est assez, peut être très bien géré dans un temps court. L'important, et tous les maîtres d'ouvrage, y compris les gigafactories, le disent dans leur rapport, c'est que ça a servi à purger des sujets qui n'étaient peut-être pas vus. Vous avez d'autres domaines où on peut imaginer qu'on va que sur un endroit, alors qu'en fait, les effets de ce projet sont beaucoup plus larges. À titre personnel, je suis convaincu que sur des projets complexes, nous avons intérêt à avoir ce qu'on appelle un cadrage préalable de l'autorité environnementale, assez rapide, mais qui permette de voir la totalité des sujets pour ne pas les voir arriver ensuite, après des éléments un peu longs. Voilà pour mes premières réponses. Merci. Je vais donner la parole à Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, donc sur la CNDP qui se préoccupe de la protection de l'environnement, qui consiste à informer et à potentiellement permettre des débats, je souhaitais vous interroger et avoir votre regard, voir votre avis sur un fait, et là je vais parler de fait, qui est que la biodiversité s'effondre en France. Nous avons des espèces menacées de disparition.
24% des reptiles, 23% des amphibiens, 32% des oiseaux nicheurs. Quel regard vous portez sur ces sujets-là, qui sont les sujets de fond, en fait, et sur le fait que la connaissance ne ruisselle pas vraiment dans notre pays, que nous avons besoin d'avoir des avis éclairés et que la demande de participation, comme cela a été évoqué par mes collègues, est très forte. Comment faire de la CNDP un instrument adapté aux enjeux actuels, aux très fortes demandes de participation du public? Il s'agit pour une institution qui date déjà de 25 ans d'amplifier et de s'adapter vraiment à ce que sont les problématiques actuelles. Donc voilà, je souhaitais avoir votre avis sur ce sujet du déclin de la biodiversité, parce qu'en fait, il s'agit de cela. Et vous avez mentionné que les 2/3 des projets sont modifiés. Est-ce que c'est un pis-aller et il faut modifier, ou bien est-ce que ce sont des choses vertueuses qu'il nous faut mettre en place absolument? Voilà, je souhaitais avoir votre regard. Merci. La parole est à Bruno Belin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer et remercier notre rapporteur aussi pour sa présentation. Alors moi, je vais reprendre les mêmes expressions que deux de nos collègues qui viennent d'intervenir, Mme Préville et Mme Filleul, sur votre regard personnel, votre lecture personnelle, le regard que vous apportez, la CNDP adaptée aux enjeux actuels, mais alors sur un tout autre sujet qui ne va pas aller coller beaucoup sur les industries vertes, mais qui aujourd'hui mobilise le Sénat sur la question de la pénurie de médicaments. Sauf que si on veut réindustrialiser en France ce type de production, on se rend compte, et ça évidemment affole un peu certains élus, qu'on a affaire à des sites qui sont classés Seveso haut niveau. Alors comment peut-on, là encore, pallier tous les enjeux? Parce que ce qui a été présenté par Mme Préville et Mme Filleul, évidemment, on rejoint, on partage, ça nous préoccupe autant. Mais on a aussi besoin d'avoir cette souveraineté. Et donc, on se positionne aujourd'hui sur des projets qui sont Seveso haut niveau. Je dois avoir votre regard, votre lecture personnelle. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, donc je voudrais un peu revenir sur cette injonction contradictoire. D'une part, le temps long du déroulement des projets et de la nécessité du temps de la concertation, et puis celui de l'urgence, que ce soit dans le domaine d'apporter des réponses en matière de réindustrialisation ou en matière de défis par rapport au changement climatique. Je voudrais également revenir sur la commission spéciale du débat public sur Penly. Il se trouve que j'ai assisté donc à la restitution la semaine dernière par Michel Badret notamment, et ce débat, il faut reconnaître, a été très fructueux. 5000 contributions, 5000 participants, une multitude de réunions publiques, mais il faut reconnaître que ce débat, malheureusement, et Michel Badret l'a dit, il s'est terminé en queue de poisson. Il s'est terminé en queue de poisson, pourquoi ? Parce qu'il a été torpillé par à la fois des décisions gouvernementales et aussi par des décisions parlementaires dont on porte, il faut reconnaître, la responsabilité. Décision gouvernementale de nommer quasiment 2 jours après l'ouverture des débats, un délégué, la création d'une délégation par décret interministériel au nouveau nucléaire avec un nouveau délégué qui est Joël Barre, l'ancien DGA. La décision par le Parlement de déplafonner, entre guillemets, la loi sur, comment dirais-je, la production d'électricité nucléaire, notamment avec les 62 gigawatts installés et ainsi de suite. Et puis aussi le Conseil national, le Conseil de politique nucléaire, qui a été, je dirais, le coup d'arrêt de la concertation. Alors justement, quel aurait été... Si vous aviez été dans la position d'être déjà président de la CNDP, quelle aurait été votre attitude par rapport à je dirais, ces injonctions gouvernementales, d'une certaine façon, d'aller très vite et d'accélérer le développement du nucléaire notamment? Merci. La parole est à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le candidat, je pense qu'on est sur un débat assez essentiel aujourd'hui qui, à travers votre candidature, est évidemment aussi l'avenir de la CNDP. Dans une société qui se tend, on voit l'effondrement de la démocratie sociale, ça c'est l'actualité des derniers mois. On voit, ça a été dit par certains de mes collègues, de loi en loi, un détricotage d'une partie du processus, notamment sur le droit environnemental, ce sur quoi avait insisté Chantal Jouanneau. Je ne vais pas être plus long dans l'énumération. Et on voit, dans l'autre sens,
la montée des tensions et la montée des violences. Et effectivement, pour réapaiser la société, il faut absolument des arbitres du débat, et je reprends vos termes, y compris pour purger un certain nombre de questions et ramener l'ensemble des citoyens vers le débat public et ne pas considérer que ça se joue sur d'autres terrains. À partir de là, vous avez insisté sur le fait que la CNDP, par définition, ne prenait pas position, mais on a une vraie difficulté dans le débat public, qui est qu'on a une évolution du débat public vers des affrontements d'affirmations dont une part importante est fausse, généralement des deux côtés. Et qu'effectivement, s'il s'agit juste de faire deux colonnes, des arguments pour et des arguments contre, ce qui a été l'échec absolu de la CNDP sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, et elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre, et ce qui a en fait tué le référendum derrière dans l'incapacité de la CNDP d'organiser le débat. Est-ce que, en tant que grand commis de l'État, quelle sera votre attitude face aux arguments? Alors, les opposants peuvent aussi avoir des arguments fantaisistes. Hein, je ne suis pas caricatural. Mais mon expérience, sans être aussi longue que la vôtre, montre que l'État peut, ici et là, pipoter des données. On a eu des études coûts-bénéfices, par exemple, totalement excentriques, ne pas donner toutes les informations, et que ça nourrit énormément la colère. Donc si la CNDP se contente effectivement d'acter les arguments des uns et des autres, hein, puisque évidemment elle est neutre, mais si elle ne prend pas position sur des arguments dont vous saurez, vous, avec votre longue expérience, notamment venant de l'État, qui ne sont pas justes, voire fantaisistes, comment allez-vous intervenir sur cette question précise? Est-ce que vous vous donnez le droit de dire à l'État, voilà, il ne faut quand même pas pousser refait de la copie, et de le dire publiquement, ou est-ce que vous allez rester dans une neutralité qui est que finalement on fait deux listes d'arguments, le débat a lieu, ne satisfait personne et se continue ensuite avec les moyens qu'on voit monter d'une société de plus en plus crispée? Merci, chers collègues. Je donne la parole à Didier Mandelli. Monsieur le Président, si je devais résumer l'ensemble des interventions que nous venons d'entendre, qui rejoignent ma question, je dirais simplement comment rendre demain, monsieur le candidat, audible, visible et crédible la CNDP. Et je vais reprendre quelques exemples qui ont été donnés à la fois par Jean-Michel Hougat et Ronan Dantec à l'instant. Comment rendre audible et crédible la CNDP au moment où nos concitoyens aspirent à une plus grande participation au débat, on parle beaucoup de participation, démocratie participative, etc. etc. Et quand on regarde la réalité, je ne vais pas revenir sur le débat et le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, avec le résultat qu'on connaît, comment dévoyer, comment demander à des gens de prendre position et ensuite ne pas en tenir compte. La position également dans le cadre du grand débat, l'exécutif a trusté, préempté, phagocyté ces discussions qui n'ont débouché sur pas grand-chose, si ce n'est la distribution de quelques milliards d'euros pour compenser ponctuellement. Et puis, je vais prendre un autre exemple. C'est la mise en œuvre des conventions citoyennes et donner la place par l'exécutif au Césaire sur la mise en œuvre de ces débats, ces discussions sur des sujets sociétaux et avec notamment environnementaux, avec les résultats qu'on connaît. Et l'exécutif ou le président a bien précisé d'ailleurs que le Césaire devait être le lieu du débat public, en tout cas lui donner cette dimension après avoir voulu le supprimer. Donc la vraie question c'est quel président demain pour la CNDP qui puisse avoir l'autorité, la dimension politique aussi suffisante, le poids suffisant pour imposer la CNDP et lui donner sa vraie dimension d'organisateur, de fédérateur et de mise en œuvre du débat public sur tous les grands sujets qui intéressent nos concitoyens. Alors je ne vais pas reprendre les propos évidemment du rapporteur ni de ce qu'ont pu dire les uns et les autres. Moi je ne mets pas du tout en doute vos compétences et vos qualités. On a eu l'occasion de travailler ensemble notamment sur la LOM avec Elisabeth Borne. Je connais votre attachement à la discussion, à la concertation et à l'ouverture. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à assumer ce rôle vis-à-vis de l'exécutif pour que la CNDP prenne toute sa place?
Merci, cher collègue. Monsieur Papinetti, je vous propose de répondre aux nombreuses questions et interrogations de mes collègues. Je dois dire sur la biodiversité. Je vais dire quelques mots sur la biodiversité parce que j'y suis particulièrement attaché depuis des années. On a deux sujets, dont un qui est abordé régulièrement par la CNDP, je dirais, c'est le stock et le flux. Le flux des nouvelles infrastructures ou de nouveaux projets, soit linéaires, soit ponctuels, là, qui gèrent les choses. Et puis il y a le stock. Quand je parle du stock, j'ai été DG de VNF. On croit que VNF fait que du transport, nous on fait aussi beaucoup d'environnement puisqu'on gère une partie importante des voies d'eau. Sur ce qui est du flux, on commence à savoir travailler mieux. Et je pense qu'on a des règles, des règlements et qui permettent d'avancer les choses. Sur le stock, on a un sujet qui est d'ailleurs remonté par des associations quand on voit les décomptes, les dénombrements qui se font d'espèces, vous les avez cités, ou des dénombrements d'insectes, des dénombrements. Et moi, je vais peut-être plus loin. Je trouve qu'on n'a pas les bons indicateurs pour en parler facilement, y compris au public, y compris au grand public, y compris sur les débats de grand public. Je parle là du stock dans toute la France, métropolitaine, dans les outre-mer, dans la mer. On aura le débat sur les façades, sera aussi un débat qui ne sera pas que sur l'énergie. Je pense qu'il y aura la manière dont peut se concevoir l'océan demain et la place. Et on voit déjà des crispations sur des sujets. Donc oui, il y a une demande. Il faut probablement inventer le process. C'est pour ça que je citais dans mes propositions, c'est qu'on ait une fiche entre guillemets biodiversité et je pense qu'il y aura des moments politiques sur lesquels la préparation d'une telle réflexion serait importante. Alors je ne sais pas si c'est la forme d'un débat, d'une concertation, si c'est une saisine de vous parlementaires, mais voilà. Sur l'injonction du temps long et du temps court, ce que je dis et ce que je continuerai de dire sur la CNDP, et c'est une expérience personnelle, je le répète, c'est le fruit de 30 ans ou 40 ans de travail. Le temps long qu'on croit être trop long en amont n'est jamais trop long, puisque après, vous l'avez cité plusieurs fois, Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que c'est un temps très très long, et finalement, non mais il n'a pas décrispé un certain nombre de sujets de fond. Et donc, le temps, si on a un mois de plus de concertation, c'est quand même mieux, ou si on a pris le temps d'ouvrir complètement le sujet. Ce qui est aussi une conception un peu plus complexe, à laquelle la CNDP tient beaucoup, et auquel moi j'avais tenu plus d'une fois, c'est d'avoir des scénarios alternatifs pour le débat pas au moment où on est en train de faire l'enquête publique, parce que là c'est trop tard. Je vous l'ai dit, il y a 20 000 documents... Et parce qu'il y a du Céveso, parce qu'il y a ceci, parce que cela, il y a une réglementation qui a deux entrées, l'entrée française, l'entrée européenne, et l'entrée environnementale, l'entrée risque industriel, enfin, une réglementation qui est difficile de déroger en claquement de doigts. Mais si en amont, on a posé les questions et on a entendu les réponses, on a quelque chose. Difficile, par contre, de dire que la CNDP, elle peut... Difficile de dire qu'on va lui faire prendre une position, une posture. Je pense que son rôle reste actuellement dans les textes tels qu'ils sont définis, dans la Convention d'Aarhus aussi, c'est d'être certain qu'on a interrogé les citoyens, que ceux-ci ont pu, et c'est ça le deuxième point sur lequel je serais, c'est le changement qui s'est mis en place quand on a fait la concertation continue. C'est-à-dire, peut-être même après, lors de la construction, enfin je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais de vérifier que les choses vont jusqu'au bout de ce que les citoyens ont pris. Ce jour-là, on gagnera. On gagnera la crédibilité dans un certain nombre de projets, etc., si les citoyens, au bout de 10 ans, voient les choses. Par contre, le temps long est parfois complexe, parce que, à l'inverse, moi j'ai vécu très personnellement un projet. En 2002, j'ai négocié les hauteurs, un certain nombre de protections phoniques, parce que le bruit est aussi un problème environnemental réel. Elles ne sont pas encore construites, puisque le projet n'est qu'à moitié construit, etc. Donc, il faut qu'on trouve cette alternative. Vous avez cité tout à l'heure les réglementations Céveso, danger et autres. Les instructions
sont données à tous les services. Et une des recommandations que j'ai vues dans un des rapports, des multiples rapports que j'ai lus, mais là je me donne 2 à 3 mois de synthèse avec les membres de la CNDP, c'est qu'il y ait un chef de projet du côté de l'État. Ce que nous avons fait sur un canal comme Seine-Nord, ce que j'ai pu faire sur un contrat de partenariat sur des barrages en Champagne-Ardenne à l'époque, puis maintenant en Grand Est, c'est qu'en fait, il y ait quelqu'un à l'État qui soit le concentrateur et qui gère toutes ces procédures. Parce qu'elles sont complexes, elles ont des parties techniques assez fortes, et on y gagne probablement du temps, et que le maître d'ouvrage lui-même n'a pas les compétences, parce que dans des projets de Gigafactory, vous voyez bien par exemple que c'est des nouvelles entreprises. Dans le médicament, ce sera des entreprises qui existent déjà, mais est-ce qu'elles ont fait ça en France ou en Europe? Probablement pas. Donc comment on se remet dans le... Donc il faut qu'on ait les deux du côté État. Je pense le chef de projet qui n'est pas simplement asservi à la maîtrise d'ouvrage, mais qui simplifie, le simplificateur. C'est une conviction personnelle. Chaque fois où j'ai pu le mettre en place, j'ai eu des éléments de réussite sur ce point. Le sénateur Dantec, vous citiez la richesse des données. Alors moi, je pense qu'on a un sujet, d'abord de communication, mais je veux dire, c'est pas à vous que je veux dire que je n'entends pas au journal télévisé qu'on parle des débats publics, à quelques exceptions près, depuis quelques années. Donc on a un problème de connaissance et de communication. Et dans les ETP supplémentaires qui ont été donnés à la CNDP, il y aura quelqu'un qui travaillera sur les données recueillies par la CNDP, pour pouvoir les mettre plus à l'accès du public. Ce n'est pas pour autant qu'on prendra position, mais qu'on donne les informations. Et on a vraiment ce sujet du fact-checking. Celui-là, il est le plus difficile. Mais je peux vous... Fact-checking, on peut dire des fois que le maître d'ouvrage État a peut-être fait aussi des données... La CNDP a le contre-pouvoir de faire des expertises complémentaires ou des expertises supplémentaires. Et aucun des débats publics ne s'en est gêné quand ça paraissait nécessaire. Ces contre-expertises, elles sont à l'évidence nécessaires sur un certain nombre de sujets environnementaux dans un premier temps, mais aussi de crédibilité de ce qui est dit. Et ça, c'est... Alors, on ne va pas dire que c'est un contre-pouvoir, c'est juste le pouvoir de la CNDP de mettre à plat ces choses. Ça sera beaucoup plus difficile dans un débat live où je pense que, où l'aberration donnée, c'est la position d'une personne et la CNDP n'est pas là pour interdire aux uns et aux autres de donner des positions. Le tout dernier point qui a été soulevé, je suis... j'ai pas d'état d'âme, enfin, voilà, on va parler franc, parce que je suis là pour parler franc et dévoiler ma candidature. J'ai pas d'état d'âme à donner une position forte pour la CNDP, j'y crois. J'y crois et je l'ai vécu. Par contre, ça ne se fera pas tout seul. Et je veux dire, si je suis là et si je vous ai proposé des présentations de membres de la CNDP ou demain de présentations pour les débats qu'on va faire, c'est à nous de vous, si vous me désignez à la CNDP, c'est à nous de faire ensemble ce pas-là. Parce que l'éloignement, la CNDP, c'est pas une instance totalement autonome, décrochée de tous. Elle est là pour les citoyens, pour les défendre et pour qu'ils permettent de donner leur avis, mais elle est aussi là pour que les parlementaires s'en emparent. Je vous dis, j'ai pas vu beaucoup de saisines faites par les parlementaires. Elle est là aussi pour répondre à vos questions, comme je le fais aujourd'hui, mais j'en suis pas membre. Donc je le ferai probablement plus facilement dans 3 mois quand j'aurai essayé d'échanger avec mes vice-présidents et avec la commission sur le programme qu'on peut avoir. Mais il faut assumer un rôle d'indépendance, il faut assumer une place à la CNDP, mais il faut aussi que toutes les décisions qu'on prend ou que les actes qu'on en fait, on prenne le temps de vous en reparler. On prenne le temps d'avoir des acteurs de territoire qui sont les délégués territoriaux de la CNDP pour qu'ils en parlent localement. Et je dirais, ce qui me surprend le plus, c'est que pour avoir vu beaucoup de sujets, je m'aperçois que dans les collectivités territoriales, notamment des fois petites ou grandes, pour prendre l'exemple que le sénateur Tabarot connaît bien sur les ZFE Lyon ou Grenoble, on demandait une assistance méthodologique à la CNDP. Et les résultats ont été efficaces. C'est-à-dire qu'il y a eu une concertation avec des méthodes
par exemple, comme on ne peut pas faire un certain nombre de choses, tester tout le monde, mais il y a eu des ménages échantillons, je crois, à Lyon, pour essayer sur la mobilité. Je le dis parce que je suis surpris, c'est qu'au niveau territorial et local, les demandes d'avis et d'expertise sont beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont au national, peut-être parce qu'on a aussi moins de grands projets. Le COI ayant rendu son rapport, certains y ont participé, j'imagine que peut-être qu'on verra renaître des projets à travers ça. Voilà ce que je voulais répondre. Merci, Monsieur Papinutti. Donc, s'il n'y a plus de questions de la part de mes collègues, je vais vous libérer. Et puis, donc, nous allons procéder au vote. Merci à vous tous et tous.